raconte. Christophe Ondelatte. Voici une affaire des années 80, l'affaire Jean-Luc Sebin. Je vous donne le nom du tueur d'entrée parce qu'on le connaît tout de suite. Dans cette histoire, ce n'est pas tellement l'enquête qui est intéressante, mais la traque de Sebin en cavale, qui a tué donc un gendarme et le mari de sa maîtresse. Je l'ai écrite avec Kiss, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Cette histoire commence par un banal contrôle routier, un samedi de mars 1982, sur le bord de la Nationale 10 à Saint-Cyr-l'École près de Versailles. 2 gendarmes, 2 motards aux aguets, qui regardent passer les voitures. Hé, regarde la 504 Peugeot, là. Elle n'a pas de vignette. La 504 ralentit. Ils sont 2 à bord, un homme et une femme. Le conducteur fait mine de se ranger sur le côté. Et le voilà qui se barre, nom de Dieu. Les 2 gendarmes sautent sur leur moto et ils se lancent à la poursuite de la 504. C'est pas évident. Le type s'est embarqué dans des petites rues. Et puis à un moment, ouf, la voilà cette fichue 504. Elle vient d'emboutir une voiture en stationnement et elle est en travers de la rue. Les 2 gendarmes s'approchent, pistolet au poing. « Sortez du véhicule ! Sortez !» La passagère obtempère, mais le conducteur ne veut pas descendre. Il est penché sur son volant. Il dit qu'il a mal au ventre. « Vous sortez !» Le type ne bouge pas. Alors les 2 gendarmes décident de le sortir de force. Ils l'arrachent à son siège et ils le plaquent contre la voiture. « Levez vos mains et posez-les sur le toit de la voiture. » L'un des gendarmes fouille ses poches. Et là, putain, la gonzesse se tire. L'un des 2 gendarmes se lance à sa poursuite. Il la rattrape, il lui passe les menottes, il la ramène à sa moto, il attache les menottes au guidon. Et soudain, et là il se retourne et il voit son collègue s'effondrer. Le conducteur de la 504 vient de lui tirer dessus. Et maintenant il le braque, lui. Et il tire à nouveau. Manqué. Le gendarme veut riposter, mais il y a trop de monde autour. Il ne peut pas tirer. C'est trop risqué. Et le type en profite pour se barrer en courant. Et le gendarme survivant s'approche de son collègue. Il a pris une balle en plein cœur. Il meurt dans ses bras. Il s'appelait Michel Tellet. Il avait 27 ans. Pendant ce temps-là, le type court toujours dans les rues de Saint-Cyr. Et il tire. Et il tire encore. Et puis à un moment, il saute une clôture, puis une autre. Il traverse une voie ferrée. Il arrête une BMW. Il la braque. Il monte dedans et... parti. C'est une BMW blanche. En quelques minutes, des nuées de gendarmes et de policiers se déploient dans toute la ville. Ils dressent des barrages sur tous les grands axes. Un hélicoptère arrive au-dessus de la zone. Sur le papier, le type ne peut pas s'échapper. Putain, la BMW, la voilà. Elle a dû comprendre qu'elle était coincée. Elle s'arrête. 2 policiers la braquent. Ils vont vers le conducteur pris en otage pour le faire descendre. Et là, le tueur côté passager sort de la voiture et il se met à courir. Il entre dans une résidence. Il est coincé. Forcément coincé. Il ne peut pas s'échapper. Là-dessus arrive le GIGN, 10 gendarmes, armés jusqu'aux dents, qui entourent immédiatement la résidence. Unité 2 en position. Unité 3 en position. Mais où est-il, putain? Où est-il? Eh bien, à l'heure actuelle, d'après ce que disent les rares témoins, le meurtrier est toujours retranché dans un groupe d'immeubles, La Roseraie, dans le quartier Proche-Fontaine de Versailles. Les spécialistes du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, du capitaine Proto, le recherchent, visitent donc cette résidence appartement par appartement, mais le fait est qu'on ignore totalement si l'homme a pris des otages, ce qui explique le maximum de précautions et de mesures de sécurité prises ici. Le quartier est d'ailleurs entièrement bouclé. Il ne peut pas leur échapper. Il ne peut pas. Les hommes du GIGN pénètrent dans la résidence
armes au poing. Ils font le tour des couloirs, des caves, et puis des appartements, un par un. Négatif. Le type est passé à travers les mailles du filet. Opération terminée. Mais c'est pas vrai. Il a réussi à se barrer, le diable. Comment a-t-il fait? C'est dingo. Heureusement, il reste la passagère de la 504. Ce sont des policiers qui la prennent en charge et qui la placent en garde à vue. Bien, madame. Votre identité d'abord. Buisson. Marie-Yvonne Buisson. Âge. J'ai 32 ans. L'identité de fugitif. Sebin. Sebin Jean-Luc. Âge. 23 ans. La nature de votre rapport avec lui, madame? C'était mon amant. Pourquoi c'était? Parce qu'en vérité, j'étais plus avec lui depuis la mort de mon mari. Il y a 6 mois. Il est mort de quoi, votre mari? Il a été assassiné. Par qui? Par ce Jean-Luc Sebin? C'est possible, oui. Enfin, c'est même probable. Je comprends pas, madame. Qu'est-ce que vous faisiez avec lui alors dans cette voiture aujourd'hui, puisqu'il a tué votre mari? On s'est rencontrés tout à fait par hasard, à la gare de Lyon. Je l'avais pas vu depuis la mort de mon mari. Il m'a forcé à l'accompagner. Et quand il a vu les gendarmes sur le bord de la route, il a cru que c'était pour lui, comme il était en cavale. Immédiatement, les policiers passent le nom de ce Jean-Luc Sebin au fichier. Le type est effectivement recherché depuis 6 mois pour le meurtre, justement, du mari de madame. Ce qui va m'obliger à faire un petit flashback. Ça se passe donc 6 mois plus tôt, en septembre 1981, à Paris. Ce jour-là, la même Marie-Yvonne Buisson se présente au commissariat inquiète. C'est à propos de mon mari. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Je suis allé chez lui. Il répond pas et la porte est fermée. Je suis très inquiète. Et inquiète de quoi, madame? Honnêtement, moi, je pense qu'il a été tué. Vous voudriez bien venir avec moi chez lui pour ouvrir la porte? On peut faire ça, oui. Il s'appelle comment, votre mari? Redjem. Saïm Redjem. Ok, on vous suit. Les policiers forcent la porte de l'appartement au pied de biche. Et dans le salon, sous le canapé, ils trouvent effectivement le corps du mari roulé dans une bâche. Il a été exécuté à bout portant de 2 balles de 22 long rifle. Alors qui était ce Redjem? Et pourquoi est-ce qu'il a été tué? Par ce Jean-Luc Sebin qui est en cavale, manifestement. Saïm Redjem était algérien. Une petite frappe, plusieurs fois condamné et expulsé de France en 1974. Marie-Yvonne l'a rejoint en Algérie 1 an plus tard. Là-bas, ils se sont mariés au consulat de France, ce qui leur a permis de rentrer en France tous les 2. Après, ils ont eu 2 enfants. Et puis 5 ans plus tard, Marie-Yvonne a flashé pour ce fou de Jean-Luc Sebin. Un coup de foudre. Et un jour, Redjem les a surpris à se galocher dans une voiture. Et il y a eu bagarre. Et manifestement, donc, Sebin s'est vengé en dessoudant Redjem. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et depuis, il était en cavale. Et voilà toute l'histoire. Et maintenant, il a dézingué ce gendarme. Est-ce que vous auriez une adresse à nous donner, Madame Buisson? Un endroit où il a pu se réfugier? Je vous conseille de bien réfléchir parce que si vous permettez son arrestation, je pense que le système sera plus compréhensif avec vous. Vous voyez? Oui. J'ai une adresse. Rue de Charenton.
C'est là qu'on vivait avant, Jean-Luc et moi. L'ami s'est immédiatement libéré, mais surveillé de près, bien sûr. Et les policiers foncent à l'adresse indiquée. Mais l'oiseau n'y est pas. Cela dit, en fouillant son appartement, les flics tombent sur une lettre. Une lettre dans laquelle Sebain reproche à Marivonne de l'avoir quitté. Et qui se termine par une phrase très énigmatique. Il est trop tard, et la machine qui est le cerveau se met en marche, et la tête et l'esprit éclatent. Ah ouais. Non seulement ce Sebain est dangereux, mais en plus il est complètement jobard. Dans l'appartement de Jean-Luc Sebain, les policiers trouvent aussi 2 adresses. L'adresse d'un box à Paris, dans lequel ils retrouvent une voiture volée, sans plaque, et l'adresse d'un appartement dans les Yvelines. « Ok les gars, on y va !» Les policiers espèrent y trouver Jean-Luc Sebain, bien sûr. Mais que nenni. C'est l'appartement de l'employé d'une bijouterie que Sebain a tenté de braquer il y a 2 mois. Il a carrément enlevé le patron en percutant sa moto en voiture. Ensuite, il a pris ses clés, il lui a demandé les codes de l'alarme. Sauf que quand il est arrivé sur place, il y avait des poulets partout. Ils avaient été prévenus par la femme inquiète du bijoutier. Braquage manqué. Mais rassurez-vous, il semble qu'il se soit rattrapé quelque temps plus tard dans une autre bijouterie. Et cette fois, bingo, le braquage a réussi. Décidément, c'est un touche-à-tout, ce Jean-Luc Sebain. Tueur de gendarmes, assassin du mari de sa femme et braqueur de bijouterie. Et toujours en cavale. Faudrait pas traîner à le coincer, celui-là. Il est dangereux. Trois jours après avoir dézingué le gendarme, Sebain, en cavale, refait parler de lui. À Versailles, il arrête une voiture et il prend le conducteur en otage. Et il se fait amener à Paris. Et le conducteur qui a lu les journaux le reconnaît tout de suite. Sebain se fait déposer du côté de la porte de Bagnolet et évidemment, l'automobiliste file droit au commissariat pour raconter ce qui lui est arrivé. Et il a été violent avec vous? Oh non, pas du tout. Il était correct avec moi d'un bout à l'autre. Et alors il m'a raconté comment il avait tué le gendarme. Et aussi comment il s'était enfui. Et aussi surtout comment il a réussi à échapper aux gendarmes du GIGN, vous savez, quand il était coincé dans la résidence. Ça c'est une histoire dans l'histoire qui vaut son pesant de cacahuètes. Et elle n'est pas vraiment à la gloire du GIGN, car il les a roulés dans la farine. Quand il est entré dans la résidence, Sebain est descendu dans les caves. Et à l'entrée du vide sanitaire, il a trouvé une planque, une gaine de 60 cm de haut destinée à la circulation de l'air. Il est rentré dans ce trou et il a raconté à son otage qu'il y avait plein de rats partout et des toiles d'araignées. Il est allé jusqu'au bout de ce boyau, à 4 pattes, et au bout il a trouvé de la terre, qu'il a grattée et dont il s'est recouvert. Là-dessus, les gendarmes du GIGN sont arrivés, ils sont rentrés dans ce vide sanitaire, et il a vu le halo de leur lampe balayer le fond de sa cachette. Mais eux ne l'ont pas vu. Et le pire, c'est qu'ils avaient des chiens qui auraient dû le renifler. Sauf que les kleps avaient mieux à faire avec les rats. Les rats leur ont fait perdre la boule. Et voilà, Sebain est resté 30 heures dans sa cachette, avec les rats, et avec les araignées. Et dans la nuit du dimanche au lundi, il est sorti de son trou. Joli coup, rien à dire. Il a humilié les gendarmes du GIGN. Trois semaines plus tard, le commissariat du Père-Lachaise, à Paris, reçoit un appel. Voilà, je suis la gardienne d'un immeuble du boulevard de l'Hôpital. Dites-moi, je vous appelle au sujet d'un locataire qui occupe l'ancienne loge du concierge au rez-de-chaussée. Je sais pas vous dire, je le trouve bizarre et assez inquiétant.
C'est pour ça que je vous appelle. Bon, d'abord, il s'éteint les cheveux. Et puis, il a l'air de se méfier de tout le monde, vous voyez. Il sort que la nuit, par exemple. Enfin, c'est un drôle de gars, quoi. Ça me rassurerait que vous veniez voir. Un policier se rend à l'adresse indiquée et en regardant les boîtes aux lettres, il s'aperçoit que le locataire s'appelle Buisson. Buisson, comme Maryvonne Buisson, l'ex-maîtresse de Jean-Luc Sebin. Et comme il a suivi l'affaire, ce policier, il prévient tout de suite ses collègues de la crime de Versailles, qui déboulent immédiatement. Ils sont venus avec un trousseau de clés, trouvé sur Sebin au moment de son interpellation manquée. Ils glissent la clé dans la serrure de l'ancienne loge de concierge. Yeah! C'est bien sa planque. Et elle a été louée par la Miss Buisson, qui, au passage, a bien roulé les policiers. La diablesse. Elle savait très bien où il se planquait. Et elle l'a protégé. Bien qu'il ait tué son mari. L'amour rend aveugle. Bref, la loge est vide. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre. Les flics se collent en planque, ils patientent 2 jours et 2 nuits. Et le 3e jour... Voilà notre oiseau, les gars. Top interpelle. Au moment où 2 policiers se jettent sur lui, Sebin dégaine. Mais c'est trop tard. Il est collé au sol, l'un des flics lui balance 2-3 coups de crosse sur la calebasse, l'autre lui arrache son 7,65, et c'est fini. Fin de cavale pour Jean-Luc Sebin. Sur le chemin du retour vers l'APJ, les policiers font un petit crochet pour aller chercher Maryvonne, la diablesse, et les voilà donc tous les deux en garde à vue. Étonnamment, Sebin parle assez facilement, et il assume. Le meurtre du gendarme, c'était juste pour sauver sa peau. Et le meurtre de Saïm Redjem, alors? Oh ben oui. Oui, c'est moi qui l'ai tué, Redjem. C'était un tronc pourri, ce type. Je savais qu'il voulait me tuer, pas. J'avais piqué sa nana, vous comprenez? C'est pas d'ailleurs tellement de lui que je me méfiais, mais plutôt de sa bande d'arabes égorgeurs, là. Alors c'était lui ou moi? Ça a été lui. Moi, Maryvonne, je voulais la garder. Et pourquoi tu décides de le tuer à ce moment-là? Bah, c'était un soir. J'avais avalé 2 Valium. J'arrivais pas à dormir. Ça m'obsédait, cette histoire. Maryvonne, elle dormait déjà, il devait être 10h30. Alors j'ai pris mon flingue et je suis sorti. Et je suis allé frapper chez Redjem. Il n'était pas là. Alors je suis redescendu et je l'ai attendu dans la rue. Et il a rappliqué un quart d'heure plus tard. Je l'ai suivi dans l'escalier. Et au second, je l'ai appelé, il s'est retourné. Et là, dès qu'il m'a vu, il m'a foncé dessus. Alors j'ai sorti mon arme. Et j'ai tiré. Voilà. Et après? Après, j'ai tiré le corps dans l'appart. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit qu'on me soupçonnerait immédiatement. Fallait le faire disparaître. Alors je l'ai bien emballé, puis j'ai essayé de le porter dehors, mais il était lourd, ce con. J'ai essayé plusieurs fois. Tout seul, je pouvais pas. Alors vers 7h30 du match, j'ai décidé de le foutre sous le canapé lit. Et après, j'ai nettoyé tout le sang. J'ai vidé ses poches. J'ai fermé la porte avec ses clés. Et je suis allé les jeter dans le canal. Des aveux parfaitement circonstanciés, comme on dit, prononcés avec cette voix très haut perchée, qui surprend un peu. Et dans la foulée, il avoue aussi l'enlèvement du bijoutier, et le braquage manqué qui a suivi, et le braquage réussi d'une autre bijouterie quelques jours plus tard. Et tout ça, sans aucune résistance. Le type assume tout. Dans la pièce d'à côté, Maryvonne Buisson est bien obligée d'avouer qu'elle l'a aidé à se planquer. Oui, je reconnais que depuis qu'il était en cavale,
On se voyait de temps en temps. Dans un petit hôtel, au Pré Saint-Gervais. Alors qu'il avait tué votre mari. Ben oui. Et quand vous nous avez dit que vous ne saviez pas où il était planqué, vous mentiez. Oui. Vous saviez où il était caché dans cette loge de concierge. Oui. L'amour. L'amour qui rend aveugle. Marie-Vonne Buisson est mise en examen pour recel de malfaiteur et recel de vol. C'est bien beau, hein, l'amour. Mais en l'occurrence, Marie-Vonne risque de finir derrière les barreaux. Dans le cadre de l'enquête, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à apprendre concernant le meurtre du gendarme Michel Thollet. Sebain a reconnu les faits et la scène a été vue par des tas de gens, à commencer par le collègue de la victime. Mais le juge ordonne tout de même une reconstitution à Saint-Cyr-l'École, au bord de la Nationale 10, là où le drame s'est joué. Vous imaginez bien que pour l'occasion, on a mobilisé des gendarmes. Une ronde de gendarmes qui l'entourent d'un mur humain parfaitement étanche. Cette fois-là, il ne peut pas s'enfuir, sûr et certain. Et les gendarmes sont motivés parce que c'est quand même l'un de leurs collègues qui a été tué. Au milieu du cercle, le juge a fait déposer une Peugeot 504 porte ouverte. Et le voilà qui arrive. Ce qui me donne l'occasion de vous dire quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Il est assez beau gosse, ce Sebain. Tous les goûts sont dans la nature. Mais dans le genre bad boy, il a de l'allure. Avec ses cheveux longs, sa barbiche de jeune homme jamais rasé. Disons qu'on comprend que Marie-Vonne ait fait n'importe quoi pour lui. Bien. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à la reconstitution. Donc, monsieur Sebain, vous vous mettez en position telle que vous étiez après votre interpellation, c'est-à-dire les mains plaquées sur le toit de la voiture. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, monsieur? Eh bien, il me frappe. Il m'a frappé. C'est pour ça que ça a dérapé. S'il m'avait pas frappé, je l'aurais pas tué. Ça n'est pas totalement faux. Tous les témoins confirment que le gendarme l'a secoué. Frapper, c'est peut-être exagéré. Mais secoué, oui. Bon, maintenant, monsieur Sebain, vous sortez l'arme que nous avons placée dans votre blouson et vous refaites parfaitement les gestes que vous avez faits ce jour-là, jusqu'au tir meurtrier. Ok? Allez-y. Il saisit l'arme dans son blouson, il fait mine de tirer à travers, et le figurant qui joue le rôle du pauvre Michel Thollet s'effondre. Imaginez la tête des gendarmes autour. Ils sont blêmes. Et lui, il sourit, le con. Bien. Alors maintenant, monsieur Sebain, vous allez rejouer le moment où vous tirez sur le second gendarme qui retient votre compagne. C'est parti. Et là, il fait mine de tirer 3 fois, pan, pan, pan. Et après, il rejoue sa fuite. Et il va se heurter au mur de gendarme. Monsieur Sebain, n'en faites pas trop, je vous prie. Il n'est pas certain que ça joue en votre faveur, hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à tirer de cette reconstitution. Sinon qu'elle a démontré la désinvolture du zigoto. En revanche, le meurtre de Saïm Redjem, qui est à l'origine de tout, recèle encore quelques mystères. Et donc le juge d'instruction ordonne une deuxième reconstitution dans l'immeuble où Saïm a été tué. Vous vous rappelez que le meurtre a eu lieu dans l'escalier et qu'ensuite, Sebain a tiré le corps dans l'appartement. Bien, monsieur Sebain, donc vous vous placez dans l'escalier à l'endroit précis où vous étiez quand vous avez tiré. Mais voilà, c'était là. Non, monsieur Sebain, vous êtes à 2 mètres de la victime. Vous n'étiez pas à 2 mètres, vous étiez plus près. Non, j'étais à 2 mètres. Enfin, c'est pas possible, monsieur. Le médecin légiste affirme que monsieur Redjem a été tué à bout portant. Non, moi j'étais à 2 mètres. C'est lui, Redjem, qui s'est rué sur moi. C'est pas l'inverse. Bien. Je crois que maintenant les juges d'instruction ont tous les éléments pour boucler leur dossier, car ils s'en est instruit 3, séparément. Le meurtre de Saïm Redjem,
le meurtre du gendarme Tellet et le braquage des 2 bijouteries. 3 dossiers, 3 procès. Le premier procès concerne le meurtre de Saïm Redjem et il s'ouvre en mai 1985 devant la cour d'assises de Paris. Et Marivonne est là, pas dans le box, elle comparaît libre, mais elle est là, accusée de complicité de meurtre. Elle a quand même aidé à se planquer pendant sa cavale. Qu'est-ce qui a fait péter les plombs à ce jeune garçon de 23 ans? L'expert psychiatre offre une explication. C'est un garçon qui a beaucoup souffert, je crois, de relations quasi inexistantes avec son père et de rapports que je qualifierais de très distants avec sa mère, dont je rappelle qu'elle l'a laissé vivre seule à l'âge de 13 ans dans un petit appartement, seul, livré à lui-même, sans aucune affection. Ce qui a donné un adolescent très émotif, très impulsif et caractériel. Vous noterez au passage que c'est toujours la même histoire. Je me doute que ça peut énerver certains d'entre vous, parce qu'il a quand même tué 2 hommes. Mais une fois de plus, ce tueur porte comme un sac à dos des blessures de l'enfance. Jean-Luc Semin a choisi pour le défendre un ténor du barreau de Paris, maître Hervé Temim. Il fait ce qu'il peut, le pauvre. Le meurtre de Saïm Redjem est à resituer dans un cadre passionnel. C'est un homme amoureux qui tue le mari de celle qu'il aime. Bien tenté, maître Temim. Mais les jurés ont forcément en tête que ce bain a aussi tué un gendarme. Pour le meurtre passionnel, il faudra repasser. Et les jurés condamnent ce bain à 20 ans de prison. Et Marivonne Buisson s'en tire avec quelques mois avec sursis. Un mois plus tard, Jean-Luc Semin est jugé à Versailles pour le meurtre du gendarme Michel Tellet, pour la tentative de meurtre sur le second gendarme et pour avoir pris en otage l'homme à la BMW blanche. A priori, c'est le procès d'une brute. Sauf que dans le box, Jean-Luc Semin n'a pas du tout l'air d'une brute. Il a l'air tout fragile, au contraire. Un petit garçon qui n'aurait pas grandi. Et Marivonne aussi, qui est jugée pour complicité, a l'air d'une adolescente attardée. Dans ce procès, honnêtement, tout est joué d'avance. Le meurtre d'un gendarme. Il n'y a pas à tortiller. Jean-Luc Semin est condamné à perpétuité. Et Marivonne Buisson, pour complicité, écope de 6 mois de prison. Deux ans plus tard, Semin est jugé une 3e fois pour l'enlèvement du bijoutier et le braquage d'une autre bijouterie. Il est condamné à 7 ans, qui viennent se noyer dans sa peine à perpétuité. Condamné à perpète, Jean-Luc Semin a finalement fait 23 ans de prison. Il a été libéré en 2005. Et qui de mieux pour débriefer cette histoire que vous, Gilles Leclerc, qui étiez à l'époque commissaire de police à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles et qui avait conduit cette enquête. Quand on vous a appelé pour vous demander si vous acceptiez de venir en reparler 40 ans après, vous avez dit oui tout de suite. C'est donc que cette histoire vous a marqué? Oui, bien sûr. Enfin, à partir du moment où on n'a pas tous les jours des affaires, heureusement, de meurtre de membres des forces de l'ordre. Ouais. C'est évident que c'est une affaire qui nous a marqué, d'autant plus que, bon, évidemment, il y a eu tout un retentissement au moment des faits, et puis, bon, la manière dont on a géré la cavale et la manière dont on l'a arrêté, évidemment, était aussi quelque chose qui est resté dans la mémoire. Vous êtes un tout jeune flic à l'époque, hein? Oui, tout à fait, j'avais 2 ans de fonction à la crime. Pourquoi est-ce que c'est des policiers qui mènent l'enquête sur ce gendarme qui a été tué, et pourquoi pas des gendarmes? Bah ça, c'est une règle assez courante des procureurs qui préfèrent dépassionner
Et quand on est, effectivement, si c'est quelqu'un de son corps d'origine, ça peut amener éventuellement une subjectivité dans les enquêtes. Donc, il vaut mieux que la police judiciaire, qui a un peu de recul, mène ces enquêtes-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on est resté dans l'ignorance avec les gendarmes et qu'on n'a pas tenu un petit peu informer leur hiérarchie. Mais je pense que c'est une sage décision que ce soit un service un peu extérieur qui mène l'enquête. Alors évidemment, tu es effaré par la bévue du GIGN, qui est une formation très nouvelle à l'époque. C'est-à-dire le GIGN de l'époque n'a strictement rien à voir avec le GIGN d'aujourd'hui. Non, c'est sûr. D'abord, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils avaient à peu près une dizaine de types de permanence là, ce soir-là. Puis bon, pour leur quand même essayer un petit peu d'atténuer leur faute, c'est vrai que le vide sanitaire, il était quand même très inaccessible. Les chiens, évidemment, ont marqué, mais effectivement, il y avait des rats, il y avait tout ça. Et surtout, là où ils sont intervenus, il y avait encore des toiles d'araignée qui étaient présentes. Donc, ça ne pouvait pas nous donner éventuellement l'idée qu'un type soit passé là, parce que, bon, en principe, les toiles auraient sauté. C'est-à-dire qu'on peut envisager que Sebain ait remis les toiles d'araignée en place ? Je ne sais pas, ou alors il a réussi à se glisser à côté, mais en fait, il y avait vraiment une grosse toile d'araignie qui était juste à l'entrée de ce... Vous y étiez, vous ? Oui, bien sûr. Vous y êtes allé ? Oui, parce qu'on suivait. Vous savez, dès qu'il y a eu l'alerte du meurtre d'un gendarme, on a tous été mobilisés dans les Yvelines. Et on a été saisis immédiatement. Donc, on est allé d'abord à Saint-Cyr pour faire les constatations. Mais après, bon, comme ça a duré quand même un certain nombre d'heures de fouilles, etc., moi, je suis évidemment allé à la Roseraie pour suivre les recherches, puisque légitimement, je devais récupérer la garde à vue de l'individu qui avait tiré. Il est réellement introuvable, je veux dire, c'est pas une faute professionnelle du GIGN. C'est toujours pareil, vous savez, c'est difficile de juger exactement s'ils ont fait une faute ou non. Il est vrai qu'ils sont peut-être pas allés aussi loin qu'ils auraient pu aller avec des chiens, parce qu'il était derrière un pilier, il y avait 4 piliers en fait dans cette guerre. Et ils ont fouillé les 3, mais pas le 4e. Et le 4e, c'était là qu'il était. Voilà, donc, vous, quand donc on annonce l'opération est terminée, il s'est barré, vous dites pas techniquement c'est impossible qu'il soit sorti de cette souricière ? On leur fait confiance. Ils n'étaient pas seuls d'ailleurs, il n'y avait pas que le GIGN, il y avait aussi les chiens de la police, il y avait vraiment une mobilisation d'au moins 200 personnes tout autour. Donc, il est passé à travers. Bravo. Voilà, donc, mais voilà, il fallait se mettre au boulot. Alors cet homme, Jean-Luc Sebain, vous l'avez eu en garde à vue, face à vous. Quel souvenir est-ce qu'il vous laisse ? Souvenir de ce qu'on appelait à l'époque petite frappe, pas très très fut-fut, qui, à mon avis, avait une veste trop grande pour lui dans cette affaire. Ça a dérapé. Finalement, le meurtre du gendarme, c'est plus un affolement qu'autre chose. Bon, effectivement, il l'a dit aussi, à un moment donné, il n'avait pas aimé le traitement qu'il avait eu au moment de l'interpellation. C'est sûr qu'il n'a pas une réaction d'un vrai voyou qui a du sang-froid et qui, même en cavale, va s'arrêter, se faire contrôler, etc. Lui, il pensait que tout le monde le connaissait, qu'il était en cavale, alors que c'était absolument pas le cas. Et ces gendarmes ne l'auraient jamais identifié comme étant en cavale. Bien non, bien sûr. Il l'aurait verbalisé pour l'absence de vignette. Quoi. Voilà. Il a 23 ans, une tête de gamin. Oui, tête de gamin, comme vous avez dit, assez beau gosse. Et effectivement, Marivonne était complètement en admiration devant ce gars. Il a cette voix haut perché qui est étonnante. Oui, c'était assez bizarre de l'entendre parler. Une petite frappe qui tourne mal et qui se retrouve à l'école du crime alors qu'il n'est pas destiné à ça vraiment, je pense. Alors, question, est-il fou ? Non pas au sens psychiatrique du terme, mais est-ce que ce type est jobard ? Oui, c'est ça. Oui. Il est violent, je pense, intrinsèquement. Et il peut passer à l'acte, effectivement, comme quelqu'un qui semble être plus fou qu'autre chose. Mais, par exemple, le mari de Marivonne, est-ce qu'il l'a tué en anticipation parce qu'il avait peur, effectivement, de cette équipe ? Est-ce qu'il l'a fait... de ces Arabes égorgeurs, comme il les appelle. Il avait quand même, il les avait eus à ses trousses le jour où il s'était fait choper avec Marivonne dans la voiture. Et il savait que l'autre était violent. D'ailleurs, il l'avait croisé, puisqu'il a connu Marivonne dans le bar où la mère de Redjem avait un bar. C'est là où ils se sont trouvés. On a eu du mal, et la crime... à cerner le personnage. Savoir si c'était une préméditation, s'il était allé pour vraiment se débarrasser de lui parce qu'il avait peur.
Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui est très impulsif, enfin, en fait. Parce qu'il y a donc cette lettre qu'on retrouve chez lui. Il est trop tard, virgule. Et la machine qui est le cerveau se met en marche, virgule. Et la tête et l'esprit éclatent. Ça, ce sont quand même les mots d'un type qui... Oui, c'est quand même pas... Qui est pas clair. C'est pas de la haute philosophie, mais ça ressemble quand même à des aveux un peu déguisés. Marivonne Buisson. Donc elle est là parce qu'elle est totalement amoureuse. Oui, je pense. Aveuglément amoureuse. Elle était in love, comme disent les jeunes. Ouais, j'allais dire in love. J'avais peur que vous compreniez pas, mince. Non, c'est vrai qu'elle est subjuguée, envoûtée, et donc elle le couvre. Et donc on fait la première audition, évidemment on n'a aucun élément, donc on la laisse parler, et elle nous roule dans la farine, évidemment, puisqu'on n'a pas d'éléments pour contrer ce qu'elle nous dit. Elle est comment? Elle est idiote, intelligente? Ah non, plutôt intelligente, elle. Ouais. Jolie? Oui. Ouais. Belle fille, oui. Naïve? Naïve, je dirais pas ça, non. Plutôt assez futée. Mais elle a vraiment le comportement, elle, d'une femme de voyou. C'est-à-dire, elle couvre vraiment son mec. Ouais. C'est ce qui est d'autant plus étonnant que ce type a tué son mari. C'est-à-dire que elle est totalement aveuglée sur la réalité de ce qui s'est passé, quoi. Absolument. Elle s'en sort bien au cours des 2 procès. C'est-à-dire que la justice lui donne quand même un rôle extrêmement marginal. Hein. C'est vrai que le fait qu'elle nous ait menti, elle aurait pu, à l'arrivée, avoir une complicité plutôt qu'un recel. Hein. Ouais. Mais elle prend 6 mois avec sursis et 6 mois de prison dans le 2e procès. Elle s'en est bien tirée. Oui. Elle s'en tire bien. Est-ce que vous comprenez un peu qu'elle ait protégé son amoureux pendant une cavale? Parce que l'avantage, c'est que vous n'êtes pas magistrat, vous êtes flic, en plus vous êtes à la retraite, donc vous avez la parole libre. Est-ce qu'il arrive qu'on comprenne un peu les raisons profondes et humaines de quelqu'un? Oui, bien sûr. De toute manière, c'est quand même l'échange en garde à vue entre l'enquêteur et le suspect et le gardé à vue. Ce n'est pas que des machines. On parle, on a des gens avec lesquels on peut avoir plus de feeling que d'autres. Et on essaye d'être objectif, c'est-à-dire de ramener à la justice, justement, une certaine compréhension de la réalité. Et on peut, effectivement, avoir aussi, pas une faiblesse, mais en tout cas... un peu de sentiment, quand même. Ouais. Alors, qu'on comprenne, oui, parce que on comprend quand même un peu l'amour. On peut comprendre que quelqu'un mente pour protéger son amoureux. C'est assez courant. C'est assez courant, voilà. C'est même, j'en dirais, un grand classique du genre. Ouais. Et alors après, évidemment, nous, on voyait des tas de gens différents, de différents milieux. Et on a le comportement de la femme du voyou. Nous, on avait... les codes, quoi. Les codes. Et les femmes de voyou, ce sont des tombes. Et elle s'est un peu comportée comme ça, quand même si elle était amoureuse. Mais elle l'a quand même bien protégée, parce que Alors, le passé de Jean-Luc Sebin, cette histoire un peu tragique, quand même, de cette maman qu'il colle tout seul dans un appartement à 13 ans et qui lui dit « démerde-toi », quoi. Ouais, et qui... Vous êtes au courant de ça, vous l'apprenez au procès? Non, on l'apprend après. C'est le juge d'instruction, quand il fait l'enquête de personnalité, on l'a appris après. Nous, on ne savait pas qu'on l'avait face à nous. C'est pas votre boulot, ça. Non, c'est pas trop notre boulot. Ouais. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi que la quasi-totalité des grands tueurs ont cette histoire-là? D'une maman qui est pas là, d'un papa qui est pas là. Oui, non, mais bien sûr que souvent, c'est un manque d'affectif qui fait que les gens passent dans l'école du crime. Bien sûr. Comment manque d'éducation aussi. Pour terminer cette interview, comment est-ce que ça se passe quand un grand flic comme vous, qui débute donc en 78, prend sa retraite? Il doit y avoir une immense impression de vide. Ça, c'est une bonne question, oui. Ouais. Alors, le vide, on le comble, ça dépend comment on est structuré. Moi, je le comble en écrivant. Ouais. Donc, j'écris mes affaires, j'écris mes histoires, et ça me rapproche un peu de ma réalité. J'ai eu une carrière aussi qui était extrêmement riche, extrêmement variée. Donc, c'est vrai que la crime, pour moi, c'est mes fondations. J'ai fait 10 ans de cadavres, entre guillemets. Ouais. On en avait à peu près une centaine par an, des morts suspectes sur notre ressort à Versailles, donc ça fait quand même beaucoup d'affaires. Ouais, ça fait à peu près. Mais c'est quand même... À peu près 1000. Oui, à peu près 1000, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la plus belle enquête, l'enquête criminelle. Ouais. C'est Maigret, quoi. C'est si mais non. Et donc... et puis, c'est un don de soi. C'est-à-dire, dans une enquête comme ça... Oui. C'est 7 jours sur 7, 24 oui, non, mais ça c'est le grand... En principe, c'est la grande règle de notre génération, en tout cas. On comptait pas nos heures. Et il est évident que quand on a une affaire comme celle-là, ou quand on a un serial killer, ou un meurtre de petite fille ou de petit garçon,
on va quand même pas aller pointer à 18h et dire bon, au revoir, salut. Parce que de toute manière, même si vous êtes chez vous, vous y pensez quand même. On est focalisé H24 tant qu'on n'a pas trouvé. Et donc, quand la retraite arrive, quand même, on se retrouve un peu les bras ballants, parce que, logiquement, vous me confirmez, on n'a pas vu ses enfants grandir, on a croisé sa femme et on l'appelle madame. C'est ça, oui. C'est ça, à peu près. À peu près. Donc, on se retrouve un peu à poil, non? Oui, bien sûr. Bah oui, mais bon, il y a un dicton totalement populaire qui dit on peut pas être et avoir été. Mais Oui. c'est vrai que bon, parfois je me dis tiens, celle-là, j'aurais bien aimé la faire, cette enquête. Oui, Oui. parce qu'on a la Même fibre. aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Vous me remettez dans la rue, j'y vais. Parce que bon, on a la fibre, c'est sûr, parce que c'est hyper intéressant. Voilà. C'était passionnant de parler avec vous, commissaire, monsieur le préfet, parce que vous avez été préfet Oui, après, à la fin de votre À la carrière. fin, oui. Mais je vais vous appeler commissaire. Oui. Commissaire Gilles Leclerc, à l'époque à la brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.